Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la session ordinaire au titre de l'année 2013. À l'ordre du jour des travaux ce matin, le projet de loi déterminant les avantages des responsables de certaines institutions et la motion de confiance introduite par le Premier ministre chef du gouvernement. Important accord de prêt d'environ 500 milliards de francs CFA signé entre le Niger et la République populaire de Chine. Dans ce journal, le ministre d'État, ministre du Plan, explique le contenu de l'accord. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Poursuite ce matin des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013. Les députés nationaux ont examiné et adopté le projet de loi organique déterminant les traitements de base des indemnités et des avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles. Mamoudou Idrissa Mega. Deux points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce lundi 28 octobre 2013. Il s'agit de l'examen de l'adoption du projet de loi organique déterminant les traitements de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles et l'examen et l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant les avantages accordés aux responsables et aux autres membres de la Haute Cour de justice. Après un débat riche et contradictoire, la nécessité d'harmoniser les textes relatifs au traitement de base, aux avantages et aux indemnités accordés aux responsables des institutions constitutionnelles du pays a été soulignée par l'ensemble des députés nationaux. Ainsi, le dit projet de loi a été adopté, 93 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Mesdames et messieurs les députés, par le présent vote, nous venons d'adopter le texte en examen. Ainsi, la loi organique déterminant le traitement de base des indemnités et les autres avantages accordés aux responsables des institutions constitutionnelles est adoptée. Le ministre de la Justice, Marou Amadou, a salué le traitement minutieux que l'Assemblée nationale a accordé à ce projet de loi et a remercié les députés nationaux pour le vote massif. Monsieur le Président, avec notre projet, sérieusement travaillé par la Commission des finances, en prenant son temps, beaucoup d'énergie et d'intelligence, amendé par vous-même et la plénière, je suis convaincu que nous venons d'avoir un texte conforme à l'esprit de la Constitution. Dire un texte qui inspire et souffle de l'harmonie et de l'équité dans les avantages et qui permettra par ce fait seulement d'encourager les hautes personnalités à donner le meilleur d'eux-mêmes au service de notre démocratie et dans un esprit républicain. Je vous remercie. Quant à la proposition de loi modifiant et complétant les avantages accordés aux responsables de la Cour constitutionnelle, elle a été renvoyée à la séance plénière du jeudi 31 octobre 2013. Au cours toujours de cette séance plénière, le président de l'Assemblée nationale a communiqué aux députés nationaux la motion de confiance que le Premier ministre chef du gouvernement a introduite à l'Assemblée nationale le 23 octobre 2013. À travers cette correspondance, le Premier ministre pose la question de la confiance aux députés nationaux conformément aux dispositions de la Constitution. En application des articles 107 et 108 de la Constitution et 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 23 octobre 2013 un programme pour une mise en jeu de sa responsabilité. Le gouvernement pose à la représentation nationale la question de confiance. À ce sujet, j'invite le secrétaire parlementaire à vous lire la correspondance transmise par le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Objet, mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur son programme. Le 13 août dernier, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, a nommé le deuxième gouvernement de la 7e République. Cette nouvelle équipe gouvernementale est la traduction de l'engagement longtemps connu du Président de la République, chef de l'État, de faire participer toutes les forces politiques majeures, autant que faire se peut, à la conduite des affaires publiques. Cette option est une donnée qui restructure en profondeur les pratiques politiques dans notre pays. Or, il se trouve que sur
renouveau dans l'approche politique nationale intervient à mi-parcours de la législature et du mandat présidentiel, ce qui nécessite une clarification des engagements des uns et des autres autour du programme de ce deuxième gouvernement, dont la séquence 2013-2015 du programme de développement économique et social, PDS, constitue le socle. En tant que déclinaison articulée et circonstanciée du programme de renaissance et de la déclaration de politique générale, cette séquence du PDS appelle une adhésion forte de l'Assemblée nationale, gage politique indispensable à ses réalisations. Dans cette perspective et en application des articles 107 et 108 de la Constitution et 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je soumets à l'approbation de notre auguste institution ce programme dont le kit constitutif détaillé est joint en annexe de la présente lettre. Il reste bien entendu que le jour venu, je présenterai en plénière une synthèse de ce programme sur lequel j'engage la responsabilité de mon gouvernement devant l'Assemblée nationale. Brigitte Rafini. Et lisez-nous les articles 107 et 108 de la Constitution. Oui. Article 107 de la Constitution. La responsabilité du gouvernement peut être engagée devant l'Assemblée nationale soit le vote d'une motion de censure, soit par un vote de défiance. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés. Si la motion de censure est rejetée, ces signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un test. Le test est considéré comme adopté s'il recueille la majorité absolue des votes. Article 108 de la Constitution. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un test, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement. Article 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dès sa nomination et avant son entrée en fonction, le Premier ministre prête serment sur le livre saint de sa confession devant l'Assemblée nationale. Lorsque, par application de l'article 108 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou, par un test, il est procédé au débat dans les conditions suivantes. Le programme, la déclaration ou le test sont déposés au moins 7 jours calendaires à l'avance sur le bureau de l'Assemblée nationale et communiqués aux députés. Après audition du Premier ministre, la séance est suspendue. Dans la demi-heure qui suit, les orateurs qui désirent intervenir se font inscrire à la présence de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale convoque à cet effet la conférence des présidents pour organiser le débat. À la reprise, le président accorde la parole aux députés qui se sont fait inscrire. Le Premier ministre a de nouveau la parole pour leur répondre après la clôture de la discussion. La séance est à nouveau suspendue. À la reprise, la parole ne peut être accordée que pour des explications de vote dont la durée ne peut excéder 15 minutes par président du groupe parlementaire. Le président met alors au vote l'approbation du programme ou de la déclaration du gouvernement. Le vote est émis à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée nationale. Donc, mesdames et messieurs les députés, vous avez pris bonne note que le gouvernement, le Premier ministre vient d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la base du plan de développement économique et social. Donc, conformément aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur, nous allons demain matin convoquer la conférence des présidents pour procéder à l'amendement de l'ordre du jour et au calendrier des travaux, afin de déterminer la date à laquelle l'audition du Premier ministre sera fixée. Hors de l'hémicycle présent du 25 au 30 septembre 2013, le ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé, a effectué une visite de travail en République populaire de Chine. Au terme de cette visite de travail, un important accord de prêt d'environ 500 milliards de francs CFA a été signé entre le Niger et la République populaire de Chine. Compte rendu Hadiza Khalifa. Le ministre d'État du Plan et du Développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé, et le président d'Exim Bank Chine, M. Li Rogo, ont procédé le lundi 30 septembre à Pékin à la signature d'un important accord de prêt commercial d'1 milliard de dollars, environ 500 milliards de francs CFA. Pour le ministre Boubacar Cissé, qui était accompagné pour la circonstance de l'ambassadeur du Niger en Chine, du directeur de la Société nigérienne de l'électricité Nigélec et du directeur de la Société nigérienne du charbon de l'Azawak SNCA, cet accord global de prêt est important à plus d'un titre. Il s'agit d'un accord extrêmement important. Important par d'abord le volume qui est mis à la disposition du Niger à le cadre d'un seul accord, mais il est aussi important par la nature des projets qu'il se propose de financer. Il s'agit en fait, dans un paquet global, d'identifier tous les projets d'envergure qui ont un caractère prioritaire et un caractère de rentabilité très forte. C'est cela que cette coopération chinoise, à travers donc ce prêt global, nous permettra de financer. Et nous devons nous en réjouir, compte tenu du fait que, après de très longues négociations, ces négociations ont duré plus d'une année, nous sommes quand même parvenus à un accord qui est relativement favorable au Niger, et les conditions donc, de son exécution, je pense, permettront aussi de réaliser des programmes importants. Ceci dénote d'abord d'une grande confiance qui est accordée aux autorités de la 7e République. Cela montre effectivement que le Niger est un partenaire qui compte, c'est un partenaire qui est considéré comme un partenaire très sérieux. Et je pense que ceci honore l'ensemble du pays et nous devons nous en féliciter. Il est à noter qu'au cours de cette visite de travail, d'autres points non moins essentiels ont été abordés avec les autorités chinoises. Il faut donc retenir que la signature de cet accord de prêt commercial a été faite dans des conditions assez aisées et cela constitue un important résultat de la coopération entre le Niger et la République populaire de Chine, ce qui permettra de financer des programmes de toute nature, mais prioritaires dans le plan de développement économique et social du Niger. Par rapport justement à cet accord de prêt entre l'État du Niger et Exim Bank de Chine, le ministre d'État, ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, a animé ce matin une conférence de presse.
Selon Amadou Boubacar Cissé, dément toute information faisant état d'hypothèque du pétrole nigérien. Il précise qu'il s'agit d'une facilité globale portant sur 1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA. Un extrait de cette conférence de presse que vous retrouverez dans son intégralité en partie magazine de cette édition. Je dois dire qu'il est vraiment très regrettable que la politique politicienne nous amène parfois à compromettre ce que je peux considérer comme des intérêts stratégiques de l'État nigérien, que tout homme d'État, quel que soit son bord politique, se doit de protéger. Alors, c'est quoi la facilité globale commerciale? C'est un accord global, c'est une ligne de crédit globale que nous avons négocié avec la Chine. Ce n'est pas à hauteur de 2 milliards de dollars comme l'a indiqué le président de l'Assemblée, mais c'est d'un projet d'1 milliard, c'est-à-dire de 500 milliards de francs CFA, qui ont été négociés sur une base d'une série de projets. C'est-à-dire que cette ligne de crédit va être mise à la disposition du Niger et fera l'objet d'un tirage en fonction de projets que nous aurons déterminés. Alors, conformément là aussi aux accords que nous avons avec le Fonds monétaire, nous allons utiliser cette ligne de financement uniquement pour financer des projets à très haute rentabilité économique et des projets donc susceptibles de générer des ressources qui permettraient le remboursement de ce prêt directement. Donc c'est une autre façon d'alléger la dette globale puisqu'il s'agit là de ressources de projets dont on connaît leur forte rentabilité et qui permettraient à terme de compenser complètement par leur propre cash flow, de faire le service de la dette qui est lié donc à leur développement. Alors ce prêt, il a été négocié dans des conditions très avantageuses. En dépit du fait que ce genre de prêts traditionnellement sont des prêts qui sont dans des durées moyennes, nous avons obtenu une durée globale de 25 ans et 8 ans de différé. Donc je répète une fois, il n'a jamais été question d'hypothéquer le moindre baril de pétrole. Il n'a jamais été question de faire un embargo sur 3 années de pétrole pour rembourser ce prêt. Ce n'est pas vrai. C'est un prêt sur le long terme et qui correspond donc à des mécanismes qui sont des mécanismes standards internationaux. Le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Amadou Boubacar Cissé, a par ailleurs signé cet après-midi un protocole d'entente avec la société Pan-African Mineral. Ce protocole d'entente porte sur la construction de la boucle chemin de fer Niger-Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, Amadou Boubacar Cissé, explique le contenu de ce protocole. Donc vient fort opportunément de signer avec nous un mémorandum d'entente lié à l'exécution des travaux de la boucle ferroviaire dans sa branche Niamey vers la frontière du Burkina Faso. C'est une étape importante que nous venons de franchir ici pour la réalisation de cet ouvrage important. Et c'est aussi la première fois qu'un investisseur minier accepte aussi d'entrer en projet enclave de financer une infrastructure qui faciliterait l'exploitation minière, puisqu'il s'agit ici,
pour le groupe Timis non seulement de prendre en charge une partie importante de ces travaux, mais aussi d'assurer leur financement. Ceci vient donc opportunément compléter les efforts d'investissement que nous faisons au niveau de la dette publique, compléter ainsi par le premier investissement direct étranger d'envergure que notre pays va recevoir. Donc c'est le point de départ. Bien entendu, il y aura d'autres étapes qui vont, je pense, nous amener très prochainement, en tout cas nous l'espérons d'ici le mois d'août 2014, à effectivement envisager le commencement effectif des travaux de construction de ce chemin de fer. Tout autre chose à présent, dans le cadre des rencontres prévues avec les structures relevantes du ministère des Finances, le ministre délégué au budget était ce matin à l'Institut national de la statistique. Mohamed Boucha est allé pour une prise de contact avec le personnel administratif du dit institut. La synthèse de cette visite avec Gérard Abdelaziz et Mohamedou Adam. Le choix de l'Institut national de la statistique INS par le ministre délégué au budget Mohamed Boucha comme première étape de sa série de rencontres de prise de contact avec les institutions relevant du ministère des Finances n'est pas fortuit. Il découle du fait de l'importance des statistiques dans la définition des politiques de développement du pays. Conscient de cet état de fait, les autorités nigériennes ont depuis 1959 créé le service de la statistique et de la mécanographie qui va subir plusieurs transformations et devenir en 2004 l'INS. Le directeur général de l'Institut, Idrissa Ali China, a indiqué au ministre les principales missions de la structure qu'il dirige. Il s'agit entre autres d'assurer la coordination des activités du système statistique national SSN, de produire et de mettre à la disposition des utilisateurs une information statistique fiable et de qualité répondant aux normes internationales ou encore de centraliser les données statistiques produites par les autres acteurs du SSN pour la conservation et la diffusion. Une présentation des principaux dossiers de l'INS a été également faite au ministre délégué au budget par le directeur de la coordination et du développement de la statistique, Ibrahim Soumela. On peut citer le recensement de la population et de l'habitat, la nouvelle stratégie nationale de développement de la statistique 2013-2017 ou encore le schéma directeur informatique. Enfin, les difficultés que rencontre l'INS ont été énumérées au ministre. Il s'agit de la faiblesse de la culture statistique, les difficultés de collecte de données auprès des entreprises et même des régies financières et l'insuffisance des ressources financières de l'État allouées aux enquêtes et aux études. Le ministre délégué au budget, qui a suivi avec un intérêt particulier les différentes communications, a pris bonne note et s'est engagé à accompagner l'INS pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Vraiment, c'est pour vous encourager et vous dire que nous avons certainement des objectifs très ambitieux par rapport au programme du président de la République et par rapport à tous les budgets d'investissement de l'État et par rapport à ce qu'on attend de la statistique. Parce que la statistique, quand même, c'est le baromètre au niveau de l'État, de toutes les actions, de tous les secteurs. Bon, on ne peut pas dire qu'on a la clé à la solution de tous les problèmes, mais on va résoudre les problèmes en fonction de nos possibilités. Et surtout, ça se pose en termes financiers. De toutes les façons, nous allons faire des efforts au niveau du ministère des Finances pour que tous les ministères ou toutes les politiques sectorielles aient des données statistiques afin d'essayer de continuer leur programme. Ça, c'est un. Maintenant, peut-être qu'on va chercher à regarder aussi au niveau des partenaires extérieurs pour essayer de financer un certain nombre des études. Et nous, on va faire le lobbying pour ça parce que c'est des données auxquelles on a besoin, qui sont indispensables aux politiques ou aux programmes mis en œuvre par le gouvernement. Le ministre a promis de revenir pour s'enquérir des conditions de travail du personnel de l'INS, qui compte 268 agents répartis dans les 8 régions du pays. Rentrée académique 2013-2014 ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. C'était en présence notamment du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yahouza Sadissou,
qui a saisi l'occasion pour échanger avec l'administration et les étudiants. Johari Isiaka Askou Jibrela. Le ministre est d'abord entretenu avec le directeur général, M. Kamed Abdoulaye, entretien au cours duquel l'IFTIC a été présenté. Au personnel administratif, M. Yaouza s'additionne à saluer leur courage et engagement dont il fait montre pour le rayonnement de l'établissement. Cette visite, j'aurais pu la faire ici à l'IFTIC, mais j'ai choisi de venir le jour de la rentrée pour échanger un peu avec vous sur l'IFTIC. J'ai vu déjà à travers la projection qui nous a été faite tout à l'heure, les missions de l'IFTIC, ce qu'est l'IFTIC. Et j'ai vu les changements importants que l'IFTIC a enregistrés de 2010, je crois, à aujourd'hui. C'est déjà un grand succès que l'IFTIC a enregistré. J'ai choisi de venir aujourd'hui tout simplement pour vous encourager, pour vous dire notre volonté d'être à vos côtés, pour réussir cette année 2013-2014 au même titre que les années antérieures. Même discours à l'égard des étudiants pour le ministre. Les étudiants doivent doubler d'efforts pour réussir les formations afin de participer au développement du pays. L'IFTIC, c'est un fleuron au niveau de la région africaine. Tout à l'heure, à travers l'exposé qui nous a été fait, il y a une quinzaine de pays qui sont représentés ici au niveau de l'IFTIC. Moi, je pense que c'est un motif de satisfaction pour tout le peuple nigérien. Le gouvernement fera tout ce qui est en tout cas de son possible pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans cet institut qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fleuron. Un point important que je m'en vais souligner, c'est que quand vous prenez l'exemple du ministère de la Communication, la plupart des cadres sont issus de l'IFTIC. Quand vous prenez dans beaucoup de ministères de notre pays ici, beaucoup de cadres sont issus de l'IFTIC. Ça veut dire que vous avez un rôle important à jouer pour le développement de notre pays. L'Institut de renommée internationale, avec plus de 400 élèves et étudiants, une devise qui veut tout dire, bien formé pour mieux servir, l'IFTIC dispense des formations diplômantes en journalisme, production, réalisation audiovisuelle, en technique de prise de vue, de son et de montage audiovisuel, en technique de maintenance audiovisuelle et informatique. Bonne rentrée 2013-2014 au personnel et aux étudiants de l'IFTIC. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a pour sa part présidé ce matin au Palais des Congrès l'ouverture d'un atelier d'élaboration d'une stratégie de formation professionnelle de courte durée. Un atelier rendu possible grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet de contribution à la consolidation de la paix dans le nord Niger. C'est Ismaïla Ibrahim Sidikou Abdou. Le rapport mondial de suivi de l'UNESCO sur l'éducation pour tous, jeunes et compétences de 2012 est sans appel. 250 millions de jeunes ne savent ni lire ni écrire. Aussi, 71 millions quittent l'enseignement secondaire sans aucune qualification. Entre 2008 et 2010, le nombre d'enfants non scolarisés a augmenté de 1,6 million en Afrique subsaharienne. Pour y faire face, entre autres solutions, au Niger, l'heure est à la réflexion pour l'élaboration d'une stratégie de formation professionnelle de courte durée pour laquelle le Programme des Nations Unies pour le développement a marqué son intérêt. Bien qu'il soit technique, il porte sur des contenus d'une ampleur fondamentale, car ce qui est visé est l'insertion des jeunes dans la vie active du pays. Si l'on tient compte des chiffres du rapport mondial de suivi, comme vous le savez, le développement économique, la paix sociale et la stabilité politique du Niger sont tributaires de l'avenir économique et social des jeunes, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Investir dans le capital humain, dans la jeunesse, est essentiel pour relever les défis et contribuer au renversement de la pyramide professionnelle. Cela permettra de disposer de plus d'agents qualifiés,
capables de participer activement à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Plusieurs raisons motivent l'enthousiasme du ministère des enseignements professionnels et techniques pour la tenue d'une telle rencontre. En termes de faiblesses constatées et qui justifient l'élaboration de la stratégie, il faut noter que les dispositifs de formation sont restés longtemps axés plus sur des parcours et des diplômes de longue durée, négligeant de ce fait l'offre de formation de courte durée en faveur des adultes et des jeunes déscolarisés, non scolarisés, apprentis, maîtres d'apprentissage et personnes handicapées. L'accompagnement des jeunes formés n'a pas été non plus suffisamment assuré. Mesdames et messieurs, il s'agira donc au cours de cet atelier non de s'attarder sur le diagnostic de l'EFPT déjà suffisamment établi, mais de mener des réflexions pour identifier de façon participative des axes de développement de la formation professionnelle de courte durée. Ils doivent indiquer les domaines de formation de courte durée à promouvoir, les dispositifs en centre ou mobile, les modalités et les parcours à mettre en place, les bénéficiaires à prendre en charge, les moyens de formation à mobiliser et les mesures institutionnelles nécessaires pour l'accompagnement des formés. Ce cadre de réflexion est d'autant plus opportun qu'au Burkina, au Mali et au Niger, 3 jeunes sur 5 d'entre 15 ans à 19 ans n'ont jamais mis pied à l'école, toute chose qui rend inquiétant leur avenir. L'atelier d'évaluation annuelle du plan d'action 2013 et la programmation 2014 des structures du niveau central. C'est aussi ce matin à Niamey. Au cours de cette rencontre, les participants auront à apprécier les plans d'action annuels des différentes structures sur la base des priorités 2014. À côté au classement, Rahil Toucheb. Les participants à cet atelier auront 6 jours durant à identifier entre autres les points forts et les points faibles de la mise en œuvre des plans d'action annuels 2013, d'apprécier le niveau de mise en œuvre de la gratuité des soins et aussi d'apprécier les plans d'action annuels des différentes structures. J'encouragerai en tout cas l'ensemble de collaborateurs du ministère de la Santé à nous joindre dans le Fonds commun santé pour avoir une approche globale, une approche adressée au programme à partir de la politique nationale sanitaire, pour que nous tous, effectivement, nous partagions le même sens de programmation et les mêmes objectifs. En procédant au lancement des travaux de cette rencontre, le ministre de la Santé a exhorté les participants à plus d'efforts pour atteindre les principaux objectifs poursuivis par la présente réunion. Je vous encourage et je vous exhorte à redoubler d'efforts pour que les nobles idéaux de la santé soient une réalité pour notre secteur. La santé de l'ensemble des populations nigériennes reste et demeure le vœu le plus ardent de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de M. Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement. La preuve est donnée à travers leur engagement sans faille dans le sens d'améliorer la qualité des soins par le recrutement de 1694 agents de santé, la dotation de formation sanitaire en matériel, médicaments et consommables médicaux. C'est pourquoi je vous engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les résultats 2014 puissent être les meilleurs. Mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de réitérer une fois de plus, au nom des plus hautes autorités de notre pays, ma satisfaction à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui œuvrent sans relâche pour l'amélioration de l'état de santé des populations nigériennes. Pour finir, le ministre Manu Agali a souhaité que la population nigérienne pour laquelle les autorités de la 7e République mènent le combat contre les différentes maladies soit l'élément central dans des réflexions tout au long des travaux. Convention de partenariat entre le directeur général de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et le directeur général du programme nigéro-allemand d'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance. Ce protocole d'accord est relatif à la décentralisation et surtout au développement des communautés. Abdoulaye Hamidou Bakajer.
Cette signature de protocole de partenariat intervenue ce matin entre le PRODEC et la Direction générale de l'aménagement du territoire et du développement communautaire vient ainsi appuyer le Niger dans la mise en œuvre de son processus de décentralisation engagé depuis 1961. Un processus qui a connu des avancées remarquables à partir des années 2000 avec l'adoption du corpus juridique à l'installation des conseils régionaux en passant par les élections locales et l'installation des conseillers municipaux. Cette démarche prouve, si besoin est, l'identité de vision qui existe entre nos deux structures et augure des possibilités à développer et renforcer ce partenariat sur de larges domaines d'intérêt commun. En outre, cette activité s'inscrit harmonieusement dans l'axe 2 du plan de développement économique et social PDS. Je le cite, création donc de conditions d'un développement durable, équilibré et inclusif. Et contribuera à l'effet sectoriel. Les capacités locales de gestion du développement sont renforcées. Le directeur du programme nigéro-allemand d'appui à la décentralisation et à la bonne gouvernance PRODEC a tout d'abord donné un bref aperçu de son programme avant de réitérer leur engagement à soutenir les autorités nigériennes dans leur combat pour le bien-être des populations à travers le développement des collectivités territoriales en matière de gestion décentralisée. Vous nous appuyez aussi pour l'atelier d'élaboration des plans d'investissement annuels, très important, afin de porter à la connaissance des communes, des 46 communes que cela va concerner, mais peut-être aussi de donner une image et de donner un exemple à d'autres communes dans la zone d'intervention du programme, que sont les 3 régions de Tillabéri, Agadez et Tawa, où nous œuvrons depuis maintenant un certain nombre d'années déjà à travers notre programme. Nous prenons en compte à travers aussi ces plans d'investissement annuels des thèmes transversaux tels que le genre et le changement climatique, que nous appuyons aussi par un autre programme de la coopération allemande, le programme d'appui à une agriculture productive. La signature de ce protocole de partenariat permettra sans nul doute un développement remarquable en matière de décentralisation et de bonne gouvernance, des valeurs auxquelles le peuple nigérien a régulièrement réitéré son attachement à travers les différentes constitutions de la République. Les statistiques de l'élevage au Niger, situation et perspective, c'est le thème au centre d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin à l'hôtel Terminus. C'était en présence du ministre de l'élevage par intérim, Adamou Chihour. Les détails avec Hamani Seni et Guy Matuitia. Cet atelier permettra à ces acteurs impliqués dans le secteur de l'élevage d'examiner la qualité et la disponibilité des données statistiques et de voir comment les pays devraient s'efforcer de les recueillir régulièrement et de collaborer au niveau régional afin d'identifier les meilleures pratiques et les meilleures manières de les partager. Au Niger, l'élevage emploie plus de 87% de la population et 20% vivent des activités pastorales. C'est pour dire que toute stratégie qui vise à réduire de façon significative la pauvreté et l'insécurité alimentaire en Afrique doit donc se concentrer sur les zones et les populations rurales. C'est du reste ce qui a amené le gouvernement de la 7e République, conformément au programme de la Renaissance du Niger du président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, et de la déclaration de politique générale de son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, à élaborer et mettre en œuvre la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. À travers cette initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens, il est attendu du sous-secteur élevage une augmentation de la production de viande de 45% et de 40% pour le lait et les œufs d'ici 2015. À cet effet, le ministère en charge de l'élevage a élaboré une stratégie de développement durable de l'élevage SDDE 2012-2035 avec comme vision un Niger où l'élevage à l'horizon 2035 contribue significativement à la sécurité alimentaire et améliore les conditions socio-économiques des populations à travers une gestion durable de l'environnement qui est un des axes de l'initiative 3N.
Les autres intervenants, notamment la secrétaire générale adjointe du gouvernorat, la coordonnatrice du projet LDIAP, la représentante de la coopération technique belge et celle de la Banque mondiale ont évoqué la nécessité de la collecte, l'analyse et la diffusion des statistiques de qualité et disponibles sur l'élevage. Cette réunion est donc particulièrement opportune car ces recommandations prioritaires peuvent être partagées à travers les réunions de la Commission africaine de la statistique agricole, AFCAS, dont celle de cette année aura lieu au Maroc en début du mois de décembre prochain. La FAO attend donc les résultats de vos délibérations qui devraient nous permettre, j'en suis certain, de poursuivre et d'approfondir notre collaboration pour le développement agricole et la sécurité alimentaire en Afrique et au Niger en particulier. Pour terminer, je voudrais réitérer au gouvernement la disponibilité de tout le système des Nations Unies à appuyer ses efforts pour que la sécurité alimentaire et nutritionnelle devienne une réalité au Niger, conformément à l'engagement des autorités nigériennes, avec à leur tête son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le résultat attendu de cet atelier est d'aboutir à l'engagement des différentes entités nationales au niveau ministériel et des institutions régionales concernées afin d'améliorer la quantité et la qualité des données sur l'élevage et les statistiques disponibles pour guider les investissements publics et privés dans le secteur de l'élevage. Oui, cette rencontre a permis aux représentants des institutions nationales et régionales et ceux du secteur privé de se prononcer sur les statistiques de l'élevage au Niger, suivant les réactions dans ce reportage de Guy Matutia et Hamani Seni. La qualité et la disponibilité des données statistiques sur l'élevage sont des priorités pour assurer le développement de l'Afrique, ce qui explique la participation des institutions nationales et régionales comme l'UEMOA et le secteur privé à cet atelier. On a au niveau de la commission de l'UEMOA créé ce qu'on appelle un centre statistique. C'est pour vous dire tout l'intérêt que la commission donne aux statistiques. Et ce centre statistique est chargé de la production des statistiques dans tous les secteurs, donc notamment l'élevage, l'agriculture, etc. L'atelier a invité beaucoup de partenaires qui vont discuter sur le sujet et partant de là, nous, on pourra, à partir de ce qui va être arrêté ici, donc élaborer donc, des programmes statistiques d'appui aux autres États. Pour ce qui est des statistiques d'élevage au Niger, on peut dire que ça s'est amélioré, puisque le pays, en tout cas, a conduit un recensement général de l'agriculture du cheptel en 2005, donc qui a fait quand même renouveler toutes les données structurelles sur les effectifs du cheptel, les enclaves, les éleveurs, la répartition du bétail, donc avec une approche modulaire. Donc effectivement, ça a fait école au niveau de la sous-région. Effectivement, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Nous avons mis en place une méthode d'estimation du suivi des paramètres des troupeaux qui a été expérimentée au Mali, dans la région de Ségou en 2010. Donc c'est cette méthode que nous sommes en train de peaufiner pour pouvoir approcher l'estimation des données au niveau de l'élevage. Dans nos différents États en Afrique, la collecte, l'analyse et la diffusion des données statistiques sur l'élevage sont confrontés à de nombreuses contraintes, d'où la nécessité de les améliorer. Et au niveau du Burkina Faso, bien sûr, il y a de grands progrès qui sont faits. Cependant, les contraintes existent. Et les contraintes, c'est surtout la mobilisation des ressources en faveur des statistiques. Dans un pays où les gens se battent chaque jour pour le quotidien, quand on parle de mettre des fonds pour faire des recensements, mener des enquêtes, souvent ce n'est pas très bien perçu. Et donc le problème de moyens financiers et même de ressources humaines font cruellement défaut. Ça c'est l'un des premiers points. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même en matière de statistiques mettre un réseau de collecte sur le terrain. Le réseau peut être permanent comme il peut être ponctuel.
On a toutes les gens du régional. On a la BAD, on a l'Afristat, on a le UMOA, on a toutes les gens de région. Alors, ce que nous proposons, c'est pas seulement de faire des recommandations, mais de suggérer les projets. Par exemple, une proposition qu'Afristat, ils ont dit qu'il faut entretenir les recensements de l'élevage dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest en même temps. Comme ça, on peut harmoniser toutes les méthodologies, on peut collecter les données, on peut discuter ensemble. En 2050, on estime que le marché de la viande en Afrique atteindra 34,8 millions de tonnes et que celui du lait sera de l'ordre de 82,6 millions de tonnes. Ces enjeux exigent donc aux États et institutions africaines et du secteur privé de disposer des statistiques de qualité et disponibles sur l'élevage en vue d'assurer le développement économique du continent africain. Les directeurs généraux des chaînes publiques de télévision de la commission de l'IMOA étaient en réunion la semaine dernière à Dakar au Sénégal. Objectif, créer les conditions pour une meilleure vulgarisation de ces réformes à travers des reportages et des magazines qui seront diffusés au niveau de toutes les télévisions et les radiodiffusions de la communauté. Suivons ce reportage de nos confrères de la RTS. La commission de l'UMOA a frappé à la bonne porte. Elle veut une meilleure vulgarisation de ces réformes. Qui de mieux placé que ces directeurs généraux des chaînes publiques de l'Union? Ils ont dit oui à la proposition qui leur est faite de se regrouper. Mieux, ils ont même avancé sur un certain nombre de propositions. Nous avons décidé que désormais que des actions communes puissent être faites à ce niveau-là, que des magazines ou des reportages puissent être fabriqués et que ces genres de reportages, des magazines puissent être diffusés au niveau de toutes les télévisions et pourquoi pas au niveau des radiodiffusions de la communauté pour permettre aux populations qui sont la plupart du temps bénéficiaires de ces réformes-là ou des actions qui sont menées au niveau de la communauté, que ces actions-là puissent être connues au niveau de la communauté. C'est parti pour des actions communes de communication entre la RTS, l'ORTM, la TVT, la RTB, la RTI, l'ORTB, la TGB et Télé Sahel, que des ténors qui ne demandent qu'un appui institutionnel pour relever tous les défis. Nous sommes à la veille, n'est-ce pas, du passage au numérique. Nous allons demander qu'un appui institutionnel puisse être mis à la disposition de chacun de nos organismes pour que nous puissions faire la formation ensemble ou séparément. Il était question également de la sécurité au niveau de la région. Vous avez des pays qui sortent des conflits ou qui n'ont pas encore une stabilité politique, qui vont vers les élections. Nous allons demander que les organismes qui sont de ces pays-là, les radios, les télévisions de ces pays-là, puissent bénéficier d'un appui institutionnel sur le plan matériel. Ces chaînes auront également besoin de se soutenir mutuellement pour des formations, des échanges, entre autres. Tout ceci sera confiné dans un document consensuel. La coordination est confiée au directeur général de la RTS. L'intégration a bien gagné les chaînes de l'Union. À Tillabéri, la mission du Comité technique national de suivi des inondations conduite par la conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions humanitaires s'est rendue dans la commune rurale de Tagaza, dans le département de Balayara. Cette mission est allée superviser la distribution gratuite des vivres aux populations victimes des inondations. Le compte-rendu de Jibonoho et Zakari Maman. Le village de Umborian, c'est dans la commune rurale de Tagaza, département de Balayara, c'est un rappel, a été victime d'inondations. Plusieurs sinistrés ont été arrêtés. Et pour donc venir en aide à ces derniers, l'État et ses partenaires ont mis à leur disposition des vivres et des non-vivres. La distribution de ces vivres a été effectuée. La mission du Comité technique national de suivi des inondations conduite par la conseillère spéciale en charge des questions humanitaires s'est donc rendue au village de Umborian. Madame Yahya Sadatou Malambarmou et sa délégation ont pu échanger avec la population, échange ayant permis à la mission de constater et d'apprécier la diligence avec laquelle la distribution est faite. Tous les sinistrés ont reçu l'aide en vivres et les non-vivres
ont affirmé ces bénéficiaires. Madame Yaya Sadatou et sa délégation ont même visité quelques bénéficiaires au niveau de leur ménage. Lesquels bénéficiaires qui n'ont pas manqué de réitérer leurs remerciements et toute leur gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'intérêt qu'il accorde à leur mieux-être. Après le département de Baleara, la mission de la conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions humanitaires s'est transportée au village de Hamba. C'est dans la commune rurale d'Abala où elle a trouvé la distribution des vivres et non-vivres aux sinistrés des inondations en cours. Occasion pour le maire de la commune d'Abala, M. Omar Boubacar, au nom donc des bénéficiaires, de remercier le gouvernement et ses partenaires pour cette aide inestimable. Le village de Hamba a été victime d'inondations suite au débordement de la mare qui a endommagé la digue de protection. Outre l'appui en vivres et non-vivres de l'État, le maire de la commune d'Abala a annoncé à la mission l'appui du PAC RC pour l'aménagement de la mare de Hamba pour un coût de 20 millions de francs CFA. Et sur place, nous avions entendu les doléances du maire tout à l'heure par rapport à l'aménagement de la mare de Hamba. Tout à l'heure également, il nous a informé que le PAC RC vient de faire un virement de 20 millions pour l'aménagement de cette mare de Hamba. Donc vraiment c'est une opportunité à saluer pour remercier au nom des autorités, des plus hautes autorités de la République du Niger, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, et de son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, pour remercier le PAC RC qui a vu juste et qui a entendu l'appel des autorités pour venir en aide donc, aux populations de Hamba. On notera enfin que les sinistrés de Hamba ont bénéficié de 3,605 tonnes de sorgho, 3,650 tonnes également du mil, de l'huile, des nattes, des couvertures, des chaussures, des assiettes, des cuillères et des vêtements. L'université de Niamey et les instituts universitaires de l'intérieur du pays viennent d'être dotés de moyens de transport, 6 bus au total acquis sur fonds propres de l'État pour faciliter le transport des étudiants. Les clés ont été remises au directeur du cabinet du ministre des Enseignements supérieurs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement primaire a réceptionné le week-end dernier à Filengue une importante quantité de kits scolaires, dont du Venezuela, destinés aux élèves de l'école Filengue quartier. Jibonuhu Zakarimaman. Ces kits scolaires au nombre de 711 mis gracieusement à la disposition des élèves de l'école Filengue quartier par la République bolivarienne du Venezuela et la traduction concrète du projet parrainer une école en Afrique réalisé dans chaque pays du continent où le Venezuela est représenté par une ambassade. Pour le chargé d'affaires à l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela, c'est par l'éducation qu'on forme des hommes et des femmes nouveaux avec de nouvelles valeurs pour construire des sociétés plus justes, équitables, égalitaires et solidaires. Si nous voulons voir notre mère, l'Afrique, fleurir avec toutes ces richesses, nous devons offrir l'opportunité à ces enfants, parce qu'ils sont la garantie pour le développement de ces pays et du continent africain de manière libre et souveraine, parce que l'Afrique est la mère de l'humanité. Nous reconnaissons l'effort et la volonté du président de la République du Niger, son Excellence, ancien Issoufou Mahamadou, et de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion de langue nationale et de l'éducation civique, Madame Ali Mariam Elhi Ibrahim, pour s'occuper de nombreux besoins des écoles et du système éducatif au Niger. Intervenant pour sa part, le directeur de cabinet de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion de langue nationale et de l'éducation civique a tout d'abord, et au nom de la ministre renouvelée, les remerciements et toute la gratitude du gouvernement et de la population à la République bolivarienne du Venezuela pour ce geste on ne peut plus magnanime. Mahamadou Sédou de signifier que ces kits scolaires constituent en point du thé des outils indispensables à la scolarisation des enfants. Monsieur le représentant de l'ambassade, vous ne vous êtes pas trompé.
Le Niger aussi s'est inscrit dans cette logique d'avoir une société juste. Une société juste, c'est une société où on donne la chance à chaque enfant d'aller à l'école. Et c'est pourquoi notre président, son Excellence Alej Mahamadou Issoufou, a fait l'option de demander à tous les enfants nigériens d'aller à l'école, ceci gratuitement et jusqu'à 16 ans. Ceci a pour but d'avoir un socle social qui est basé sur l'équité. Autre intervention, c'est celle du directeur régional en charge de l'enseignement primaire qui a lui aussi tenu à louer ce geste. Abdourahmane Touré d'indiquer que ce don dénote de la volonté de la République bolivarienne du Venezuela à accompagner le combat que mènent le chef de l'État et le gouvernement quant à l'amélioration du système éducatif. Ces fournitures scolaires, a ajouté le directeur régional de l'enseignement primaire, permettront aux élèves de travailler dans de bonnes conditions d'apprentissage et cela va booster, a précisé M. Touré, les résultats au niveau de l'école. Le vice-maire de la commune urbaine de Filengue, Salifouna Hanchi, la directrice de l'école Filengue quartier, Mme Issoufou Aïchatou, ainsi que les élèves se réjouissent fortement. Nous vous disons au nom de tous les élèves de l'école quartier, merci et souhaitons que cet appui soit élève de l'école quartier, élargi aux autres élèves de la ville. Ces kits scolaires sont composés d'une moustiquaire, des cahiers, un taille-crayon, des stylos à billes, une ardoise, des craies, une gomme, un chiffon pour ardoise, des crayons à papier et un livre. Opération de distribution gratuite de viande aux populations nécessiteuses du département de Tillabéri, organisée par l'ONG internationale Islamic Relief. Cette opération entre dans le cadre de la fête de l'Aïd el-Kabir, célébrée le 15 octobre dernier. Jibonouhou Abdoulaye Soumana. Installée au Niger depuis 1984, l'ONG Islamic Relief a démarré l'activité Kourbani ou distribution gratuite de viande en 2006. Pour la présente édition, 535 bœufs ont été immolés et distribués à 2700 personnes des communes de Kourté et Tillabéri et dans les prisons de Daïkaina, Koutoukale et Tillabéri et à l'hôpital du district de Tillabéri. Islamic Relief est une ONG internationale de droit britannique. L'Islamic Relief est basé à Birmingham, en Grande-Bretagne. C'est une ONG qui a été créée en 1984. Islamic Relief est installé au Niger à partir de 2005. Et cette opération Kourbani a commencé au Niger à partir de 2006. De 2006 à aujourd'hui, chaque année, notre organisation apporte son soutien aux populations les plus démunies. Et cette opération Kourbani a commencé au Niger à partir de 2006. De 2006 à aujourd'hui, chaque année, notre organisation apporte son soutien aux populations les plus démunies. Pour cette année, l'opération de Kourbani, nous avons distribué 1766 bœufs. 1766 bœufs pour une valeur de 323 millions de CFA. Le gouverneur de la région de Tillabéri qui visitait les établissements pénitentiaires de Daïkaina et Tillabéri en vue de s'enquérir des conditions de vie de ses habitants et leur présenter les vœux des plus hautes autorités de notre pays, a exprimé toute sa satisfaction à l'ONG Islamic Relief qui offre à cette couche de la Oumma islamique l'occasion de partager la joie de la fête. Assimi Ouyabiri devait ensuite s'étendre sur les importantes réalisations de l'ONG dans la région de Tillabéri. Les bénéficiaires ont également saisi l'occasion pour exprimer leur profonde gratitude à l'ONG humanitaire Islamic Relief. Les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires de l'exploitation pétrolière étaient au centre d'un atelier de formation qui a ouvert ses travaux ce matin à Difa. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Abdrahmane Boukari, Abdrahmane Mazou. Organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB avec l'appui financier de l'Union européenne, cette session de formation destinée essentiellement aux conseillers municipaux, aux agents techniques qui appuient les maires, aux membres de la société civile et des médias durera 2 jours. 2 jours durant lesquels ces derniers, sous la supervision des éminents conférenciers avertis en la matière, seront édifiés sur les impacts de l'exploitation du pétrole
sur l'environnement, leur cadre de vie, la santé humaine et animale et bien d'autres aspects. Comme souligné par la représentante de la coordination exécutive du ROTAB, Madame Abdou Mariama, dans ses mots introductifs à l'ouverture de cette rencontre, peu après le discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri. Elle a également saisi cette occasion pour expliquer amplement à l'assistance les raisons ayant conduit au choix de Difa pour abriter la présente session de formation. Le choix de la commune de Difa pour abriter cette formation n'est pas un fait de hasard. C'est parce que le pétrole nigérien est extrait dans la région de Difa et comme toute exploitation de ressources naturelles a des implications sur l'environnement et la santé, le ROTAB a initié une série d'activités de renforcement de capacité sur cette thématique. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a de prime abord, au nom des plus hautes autorités de la 7e République et du sien propre, félicité le ROTAB pour avoir initié l'organisation de cette session de formation, une structure qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre de formation visant l'accompagnement du processus de la décentralisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux. La thématique sur laquelle porte la formation qui débute ce matin revêt une importance capitale quand l'on saurait parler de développement durable sans tenir compte de l'environnement qui est aujourd'hui un aspect transversal de toutes les politiques publiques. L'exploitation pétrolière lancée il y a quelques années dans notre pays est incontestablement porteuse d'espoir pour la population du Niger en général et celle de la région de Difa en particulier. Cependant, ces impacts environnementaux ne doivent pas être ignorés ou négligés et il va falloir en tenir compte pour allier l'impératif de développement économique et social de notre pays à la préservation de notre environnement qui est un bien commun et qu'on va léguer aux générations futures. C'est pourquoi M. Yakubu Soumana Gao a, au terme de son intervention, encouragé et exhorté le ROTAB à poursuivre ses efforts en vue d'un enracinement des valeurs citoyennes, de la décentralisation et de la démocratie, avant de fonder l'espoir qu'au sortir de cette formation, les participants seront plus en mesure d'appréhender les enjeux évoqués plus haut et de contribuer à une meilleure prise de conscience des populations sur leur participation à la préservation de l'environnement.